Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Imagineers. Et aujourd'hui, on va se consacrer sur un nouveau thème des films Disney et en particulier le film d'animation de Peter Pan qui est sorti en 1953. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais organiser la vidéo en plusieurs chapitres qui va parler des différentes étapes de l'élaboration du film, que ce soit au niveau de l'écriture, de l'inspiration, de la réalisation, etc. Et aussi la description rapide du film, parce que je pense que la plupart des personnes le connaissent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Je crois que je vais le redire à la fin de la vidéo, mais bon, voilà, je le dis à chaque fois. Alors tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne vidéo ou un bon visionnage, comme vous le voulez. C'est parti. En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire. Le Peter Pan de Walt Disney est inspiré d'un personnage de théâtre créé par l'auteur écossais Sir James M. Barrie au début du XXe siècle. Le nom du jeune héros est inspiré de souvenirs personnels et il est un hommage à la mythologie. Peter était en effet le prénom de l'un des 5 garçons de la famille Davis, avec laquelle Barrie s'était lié d'amitié. Par ailleurs, l'auteur s'est inspiré du dieu grec Pan, dieu des bergers, des contrées sauvages et du printemps. Pour Pan, comme pour Peter, la nature est un véritable terrain de jeu. Peter l'adolescent porte d'ailleurs un costume composé de feuilles vertes symbolisant la fraîcheur de la nature renaissante. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Peter Pan, le héros du film éponyme de Walt Disney, est un garçon joyeux pour qui se battre avec des pirates ou nager avec des sirènes n'est qu'un jeu. Courageux et arrogant, Peter est le chef des enfants perdus. Il échappe à tous les dangers grâce à sa rapidité légendaire et à son incroyable aptitude à voler. Étant lui-même un grand enfant, Walt Disney trouvait parfaitement charmant qu'un personnage humain refuse d'entrer dans le monde des adultes. Comme il dit, c'est un garçon qui peut faire des choses très étranges. Peter aura 12 ans pour toujours, tout simplement parce qu'il refuse de grandir au-delà de cet âge merveilleux. Et en effet, dans une scène clé du début du film, Peter Pan est outré d'apprendre que Wendy, devenue trop grande, ne peut désormais plus dormir dans la chambre des enfants. Pour cet éternel enfant, grandir est inconcevable. À l'image de la plupart des enfants de 12 ans, Peter déborde d'énergie. La joie est le terme qui qualifie le mieux son attitude, comme le soulignent parfaitement les dessins d'Eric Larson, l'un des directeurs de l'animation du personnage, qui s'occupait en particulier du visage et du haut du corps de Peter. Insouciant, il ne pense qu'à s'amuser, mais quand il endosse son rôle de chef, il le fait avec beaucoup de sérieux. Au cours de ses expéditions, le jeune Peter se révèle être un véritable meneur de bande. Lorsque venu chercher Wendy, il accepte à contre-cœur d'emmener Michel et Jean avec eux au pays imaginaire. Il les prévient qu'ils devront obéir à ses ordres, tout comme les enfants perdus. En réalité, le rejet du monde adulte, considéré comme trop contraignant, entraîne Peter à adopter une attitude souvent tyrannique et impulsive. Il n'hésite d'ailleurs jamais à dégainer son poignard, juste au cas où. Peter Pan s'élève dans les airs avec une telle aisance qu'il est d'abord bien incapable d'expliquer aux enfants Darling comment il s'y prend. Cette caractéristique essentielle du personnage fut un véritable défi pour l'équipe d'animation Disney. Pour ce personnage, il fallut d'abord trouver des doublures capables de servir de modèle aux animateurs. L'animateur Frank Thomas fit appel au danseur et chorégraphe Roland Dupree et à l'acteur Bobby Driscoll. Roland Dupree était la doublure action réelle principale du personnage et réalisait devant la caméra les gestes de Peter Pan avec une légèreté inégalable. Milt Kahl, le directeur de l'animation, était stupéfait de la manière dont Dupree, à travers ses mouvements, parvenait à donner une personnalité à Peter. Il disait « Je me souviens de Roland sautant sur le bureau et retombant les jambes croisées. Il avait un rythme incroyable, il donnait vraiment l'impression de voler. » Ces scènes filmées servirent ensuite de référence pour dessiner le personnage en action. Bobby Driscoll était quant à lui la doublure action réelle secondaire de Peter Pan et prêtait également sa voix au personnage. La plus grande difficulté qui se présenta fut celle de réussir à donner vie à Peter en apesanteur. Alors qu'il n'en était qu'au stade préliminaire du travail, les animateurs menèrent diverses expériences pour tenter de créer l'illusion du vol humain. Ils disaient «
nous avons notamment tenté d'harnacher les acteurs à des câbles pour voir à quoi pouvait ressembler un corps humain en vol, expliquait Frank Thomas. Walt Disney est venu sur le plateau et a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il pensait que nous pouvions donner l'illusion du vol rien qu'en nous servant de notre imagination. Il avait bien sûr en partie raison. Les artistes des studios Disney ont d'ailleurs dessiné un Peter Pan souple et athlétique, ce qui a contribué à fluidifier et à crédibiliser les scènes de vol. L'un des compagnons les plus marquants de Peter Pan est sa propre ombre. Aussi intelligente et têtue que son propriétaire, elle semble vivre sa propre vie. Et si cette caractéristique du personnage créé par Barry pour le théâtre était difficile à représenter sur une scène sans recourir à des effets spéciaux, l'animation offrait beaucoup plus de possibilités. Ainsi, comme l'expliquait Walt Disney, il n'y a rien que l'esprit ne puisse voir, que la technique de l'animation ne puisse créer. L'animateur pouvait séparer Peter de son ombre d'un coup de crayon. Symboliquement, la séparation de Peter Pan et de son ombre peut être perçue comme le reflet de son détachement par rapport au monde adulte. Dans les tout premiers dessins préparatoires, Peter Pan apparaît enfantin et légèrement féminin. Cette approche sera abandonnée au profit d'un personnage plus âgé et masculin, notamment dans les traits du visage, et d'un graphisme plus moderne. À la file indienne, 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 tous à la file indienne. Adapté d'un succès de la littérature pour la jeunesse de J.M. Barrie, Les Aventures de Peter Pan, sorti en 1953 sous le nom définitif de Peter Pan, est le fruit d'une genèse longue et complexe, marquée par le souci de perfection de Walt Disney. Le personnage de Peter Pan a d'abord pris vie dans un livre d'histoire courte de l'écrivain écossais J.M. Barrie, intitulé Le Petit Oiseau Blanc, qui est sorti en 1902. Plusieurs chapitres lui sont consacrés, puis Barrie reprend le personnage au théâtre dans une pièce intitulée Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir. La pièce de théâtre a immédiatement connu un franc succès auprès du public. Barrie a introduit dans cette pièce les nouveaux personnages de Wendy et du Capitaine Crochet, ainsi que le pays imaginaire, mettant ainsi l'accent sur les thèmes de l'enfance et des rêves. Les critiques de théâtre londoniens furent enchantés par la fantaisie de la pièce de J.M. Barrie, et les adultes comme les enfants se précipitèrent pour venir applaudir ces histoires féeriques. Après son succès en Grande-Bretagne, la pièce arriva à Broadway en 1905 et devint également très populaire aux États-Unis. Walt Disney, comme beaucoup d'enfants de sa génération, assista à une représentation de Peter Pan et il joua même durant son enfance dans une représentation de l'œuvre à l'école. Reste très attaché à ses histoires et à ses personnages, il avait dès le début de sa carrière pour projet de l'adapter au cinéma. En 1935, il décida que Peter Pan serait son deuxième long métrage après Blanche-Neige, prévu pour 1937. Mais il fallut d'abord 4 ans à Walt Disney et à son frère Roy pour obtenir les droits auprès de l'hôpital de Great Ormond Street, qui en avait hérité avant la mort de Barrie. Quand Walt obtint les droits en 1939, plusieurs autres films sont déjà en production. Malgré tout, Walt lance son équipe sur les premières recherches graphiques et vers 1940, des réunions de travail sont organisées au cours desquelles des dessins sont présentés et des discussions engagées sur la façon d'adapter l'histoire. Walt dit alors à ses équipes: voici une histoire qui n'est jamais arrivée au bout d'elle-même malgré son fabuleux succès au théâtre et au cinéma. C'est une histoire qui mérite et qui requiert de prendre une autre dimension, celle du dessin animé. Je pense que si Sir James M. Barrie était encore vivant aujourd'hui, il réécrirait ses fantastiques aventures au pays imaginaire directement pour le grand écran. Le cinéma, et plus particulièrement le dessin animé, est le seul média capable de rendre vraiment justice à la qualité de son esprit et de ses talents. Malheureusement, en décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbor par l'armée japonaise, les États-Unis entrent en guerre. Le projet s'en trouve repoussé de plusieurs années. Pendant le conflit, les studios Disney doivent notamment concentrer leurs efforts sur la production de films et de dessins animés en lien avec les événements militaires en cours. C'est ainsi que sont lancés des films pour l'armée ou des dessins animés dans lesquels Mickey, Dingo, Donald et les autres encouragent les citoyens à participer à l'effort de guerre. Une fois la paix revenue, la production des studios reprend son cours normal et en 1947, Peter Pan est remis au cœur des priorités. Toute l'équipe d'animation est prête à reprendre le travail et a déjà en tête l'étape suivante, celle du casting. L'adaptation de Peter Pan sera compliquée à plusieurs titres. Après le retard qu'entraîna la longue négociation des droits et l'interruption due à la guerre, Walt était plus que jamais motivé par le désir de rendre justice à l'histoire et aux personnages à travers l'art de l'animation.
Son souci de perfection contribua notamment encore à repousser la production du film. L'un des animateurs du film, Ollie Johnston, disait « De temps en temps, Frank et moi étions appelés pour une réunion. Alors on se disait que la production allait enfin commencer. Et puis Walt différait encore le projet. On a eu le temps de faire beaucoup de films avant que Walt ne trouve comment raconter l'histoire de Peter Pan. Mais on avait l'habitude. Walt ne débarrait pas un projet s'il n'était pas certain d'avoir trouvé la bonne façon de raconter l'histoire. » La version définitive du scénario ne vit le jour qu'en 1951. Il faut dire que les équipes devaient jongler avec différents types de personnages humains et animaux, ainsi qu'une grande diversité de lieux et de cadres. Elles devaient aussi faire en sorte de trouver le bon équilibre entre tous ces éléments pour les mettre au service de l'histoire. Frank Thomas disait « Peter Pan est une vraie histoire compliquée. Elle paraît si simple et directe, mais que fait-on de tous ces personnages ? Nana dans la chambre d'enfants, les sirènes, les indiens, les enfants perdus et les pirates. Finalement, tout est question de proportion et de choix. Quels éléments utiliser ou non, et comment les traduire visuellement par l'animation. » Lorsque Walt est enfin prêt à mettre en production Peter Pan, il lance le casting. Il s'agit alors de trouver des voix de talent et des doublures action réelle. Pour guider le travail des animateurs, les scènes sont jouées par des acteurs servant de modèles et de référents. Le casting des enfants Darling, ainsi que de Peter Pan, s'avéra excellent. Et voici qu'enfin, le film est définitivement lancé. En 1951, 2 ans avant la sortie de Peter Pan, Walt Disney produit une émission de télévision spéciale diffusée le jour de Noël et intitulée le Walt Disney Christmas Show. Cette forme de promotion avait déjà été utilisée pour Alice au Pays des Merveilles en 1951. Comme Peter Pan est encore en production et qu'aucun extrait ne peut être dévoilé, Walt choisit de présenter quelques illustrations préparatoires du dessin animé. Le public d'enfants réunis pour l'enregistrement de l'émission se montre enthousiaste. Le film est enfin achevé 1 an plus tard, en 1952, et sort aux États-Unis au tout début de l'année 1953. Il rencontre un grand succès aussi bien critique que commercial. Il sera même présenté dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 1953. Suite à cette réussite, Walt et Roy décident de créer la Buena Vista Distribution Company pour contrôler et diriger eux-mêmes la distribution de leurs films. C'est un moment clé de la carrière de Walt, à titre personnel aussi bien que professionnel. Après les résultats décevants du précédent film d'animation Alice au Pays des Merveilles sorti en 1951, Peter Pan marque en effet un tournant dans l'histoire des studios Disney. Il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de Walt Disney, et c'est l'un des préférés du public. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous ai dit, je ne ferai pas que toujours le même style de vidéo. Là, ça consacre donc les films Disney, Peter Pan. Je pense en faire plusieurs parce que j'ai plusieurs livres. J'ai pas que Peter Pan, j'ai plusieurs livres sur la création des films Disney. Je vais voir ce qu'il y aura. Je choisirai le plus intéressant. Et donc, voilà, c'est la fin. J'allais oublier aussi, laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour encore une autre vidéo, je l'espère. Merci et à bientôt.